Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dossier sur Space Mesh. Alors c'est une vidéo de dossier que je voulais faire depuis pas mal de temps. Moi je suis rentré dessus il y a un bon mois, je dirais limite un mois et demi. Et je l'avais passé dans mes quotidiennes, mais malheureusement depuis j'étais pas mal pris et je n'ai jamais eu le temps de vraiment bien tourner cette vidéo-là. Du coup elle sort maintenant, c'est dommage parce que la crypto elle vient de pump, mais au final c'est pas plus mal parce que du coup je pense que le nom parle à plus de monde et il y aura un peu plus de visibilité. Dites-vous que ça se trouve, si j'avais sorti la vidéo il y a un mois à 4 fois moins cher, bah, vous n'auriez pas cliqué dessus parce que vous auriez jamais vu le ticker. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de dossier sur Space Mesh, donc ticker SMH. Et clairement, pour moi, c'est une crypto, en tout cas, c'est une vidéo à ne pas rater, même si vous n'investissez pas dessus, parce que tout simplement, vous allez voir que c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle, enfin, elle s'appelle la crypto du peuple. Et l'objectif de la vidéo, donc premièrement, ce n'est pas un conseil d'investissement, et l'objectif, ça va être de vous donner envie d'aller faire vos propres recherches dessus. Donc je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre ce que c'est Space Mesh, et si ça vous parle à votre profil d'investisseur, etc., etc. L'objectif, ça va être que vous passiez encore 2 ou 3 heures au moins afin de vous construire une vraie conviction et de vous construire une vraie ligne dans votre portefeuille sur cette crypto-monnaie-là. Du coup, on va commencer directement hop là, ici avec la présentation très rapide de Space Mesh, mais au final, tous les points, je vais les passer dans la partie théorique. Donc, ça vaut 5 dollars actuellement. La market cap, elle est pas, c'est pas la vraie. Ici, c'est la vraie market cap. On est aux alentours de 140 millions de market cap. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire si moi, je pense que oui ou non, ça va être un bon point d'entrée et le ratio risk-reward va être très intéressant. Donc, on va passer directement à la partie théorique. C'est la partie la plus intéressante, hein. Ça va être le gros de la vidéo parce que, comme d'habitude, pour moi, les décisions d'investissement, c'est d'abord le fondamental et ensuite l'analyse graphique, le prix du token, etc. qui arrive ensuite. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Le principal, c'est vraiment le fondamental, si ça vous parle ou pas. Donc, allez, c'est parti. On va attaquer le dossier Space Mesh qui s'autoproclame la crypto du peuple et c'est vraiment l'objectif. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait pour remplir ce rôle de crypto du peuple. On va découper cette vidéo cette partie théorique en plusieurs chapitres. On aura premièrement la présentation. Ensuite, la plus grosse partie, ça va être la partie tech. On va essayer de comprendre vraiment c'est quoi la blockchain, c'est quoi le consensus, etc., etc. Ensuite, la tokenomics qui est intéressante, qui n'est pas idéale, mais qui est assez intéressante. Ensuite, on va parler un peu du long terme, la roadmap, et faire rapidement des prédictions au niveau de prix qui, vous allez voir si elles sont précises ou pas, et ce que moi j'en attends pour mon portefeuille. Et aussi, je vais vous dire, moi, j'ai combien dessus, c'était quelle ligne de mon portefeuille, etc., etc. Pour ceux que ça intéresse. Allez, on commence directement avec la partie présentation de Space Mesh. Donc, en première question, hein, mais qu'est-ce que Space Mesh? Space Mesh, c'est pas facile à dire, on va dire SMH. Qu'est-ce que Space Mesh? SMH est une blockchain de Layer 1 qui est vraiment axée full décentralisation. Ça va vraiment être le cœur de métier de ce projet-là. Ça va être vraiment full focus de décentralisation. Déjà à partir de la construction du projet, même dans la tech en fait. Alors pourquoi j'ai mis blockchain entre guillemets? Parce que c'est pas vraiment une blockchain. Une blockchain, pour ceux qui connaissent, c'est typiquement Bitcoin, hein, c'était ça la vraie innovation de Bitcoin, c'était de créer une technologie de la blockchain. Space Mesh, en réalité, c'est plus ce qu'on appelle un bloc DAG. On ira voir un peu plus avec, je vous ai fait un petit dessin derrière, mais c'est un bloc DAG, en gros, à la manière de Caspa, par exemple, si vous voyez. Et l'idée, c'est qu'au lieu de faire des blocs, un bloc par un bloc DAG, ça va être un bloc en parallèle. Voilà. L'idée, c'est de faire un parallélisme entre les blocs. Donc, tous ces blocs-là vont être créés en même temps. Et typiquement, je vais faire des ronds, c'est plus rapide, mais les blocs vont être liés entre eux comme ça, plutôt que simplement un bloc, un lien, un bloc, un lien, comme c'est pour Bitcoin, etc. On va voir pourquoi plus tard et pourquoi c'est assez avantageux, mais en tout cas c'est clairement un peu dans la tendance. Et il y a pas mal de projets qui utilisent cette structure-là, et moi c'est une structure que j'aime bien, je pense que c'est une évolution de la blockchain, je dis pas qu'elle va le remplacer, mais en tout cas c'est très intéressant, et je pense que ça permet de faire des choses techniques que une simple technologie de la blockchain ne permet pas. Bon, Space Mesh, il s'autoproclame la fairness blockchain. En gros, l'objectif, c'est de rendre un système juste pour tout le monde. Donc encore une fois, la crypto du peuple, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Parce que la principale différence entre vous et moi, ça va être notre niveau de richesse, hein, dans la crypto-monnaie. Et ça, c'est un très bon point selon moi, parce que c'est différent du proof of stake et c'est différent du proof of work. Comment est-ce que c'est différent du proof of stake? Moi, proof of stake, vous savez que je ne suis pas fan de ce modèle-là, où c'est simplement rich get richer. Donc les riches deviennent de plus en plus riches. Parce que pour valider une blockchain en proof of stake, tu as simplement à staker, à mettre à disposition pour valider tout ton bag de cette crypto-là. Et si tu es riche, bah, tu vas avoir un APY élevé sur ton bag, ton gros bag déjà. Et plus tu es riche, plus tu vas avoir de l'importance dans le réseau. Donc ça, déjà pour moi, c'est pas top. Et pour Space Mesh aussi,
pour Space Mesh aussi, pardon. Niveau Proof of Work, c'est un peu la même idée, même si c'est beaucoup moins avancé, on va dire si c'est beaucoup moins grave, mais en réalité, sur le Proof of Work, typiquement en prenant Bitcoin, que tout le monde connaît, la ressource utilisée, ça va être la force de calcul, la puissance de calcul. La puissance de calcul, depuis l'industrialisation, depuis la présence d'ASICS, qui sont des machines de minage extrêmement développées, ça coûte beaucoup d'argent, et on a une industrialisation du minage, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Pour devenir un mineur important sur Bitcoin, aujourd'hui, si moi je veux le faire dans ma chambre, tu ne peux pas, tu vois. Tu vas jamais valider un bloc, et à la fin, ça va te coûter de l'argent, tu vas pas gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a eu un développement de l'industrie du minage, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais les fermes de minage, c'est vraiment des fermes, c'est des industries, quoi. C'est des hangars remplis de machines de minage, et c'est vraiment des grosses entreprises qui s'occupent de ça. C'est plus du tout comme il y a 10 ans, le mec dans sa chambre qui pouvait miner du Bitcoin ou de l'ETH à l'époque où c'était un proof of work. Bon. Comment est-ce qu'on veut s'émanciper de ces deux modèles-là, et comment est-ce qu'on veut garder un système, donc une blockchain, un écosystème qui va être accessible par tout le monde et pour tout le monde? On va permettre, en gros c'est l'objectif de la blockchain, c'est de toujours permettre ce qu'on appelle le home mining. Donc c'est l'idée qu'avec un simple PC gamer, tu puisses participer au réseau. Donc le home mining pour tous, tout le temps. Typiquement, voilà, le simple setup de gamer pour miner, c'est déjà le cas aujourd'hui et ça ne changera pas puisque c'est le principe du projet et c'est leur volonté. Si je devais résumer, pour que vous restiez sur la vidéo entre guillemets, mais voilà, pour vous titiller, pour que ça vous intéresse, si je devais résumer le projet en une seule phrase, je dirais que Space Mesh, c'est la blockchain la plus décentralisée au monde. C'est pas le projet, mais c'est un fait, ça l'est déjà en fait. La blockchain est live que depuis 8 mois et c'est d'ores et déjà la blockchain la plus décentralisée au monde. Donc moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu fait tilt. Comment ça? Et ça m'a donné envie de regarder un peu plus en détail. Donc, comment est-ce que c'est la blockchain la plus décentralisée au monde? D'ores et déjà, on a 1,3 million de nodes et ça connaît une forte croissance. Typiquement, il y a un mois, on était uniquement, entre gros guillemets, à 1 million de nœuds. Alors que la blockchain est là, comme je l'ai dit, depuis 7 ou 8 mois et c'est d'ores et déjà la blockchain la plus décentralisée au monde et rien que ça, c'est une excellente performance. Très intéressant. Ensuite, on va voir le consensus et la ressource utilisée plus tard, mais un autre point intéressant de la blockchain, c'est qu'il y a 1,2 XBBit, je ne sais pas comment on dit, XBBit, je ne sais pas, on va dire EIB, il y a 1,2 EIB de storage capacity, de capacité de stockage que les mineurs fournissent. Donc, ceux qui ont... Je pense que vous avez compris c'était quoi la ressource demandée, mais pour se donner un ordre d'idée de à quel point c'est grand cette notion, parce que quand tu n'es pas dans la tech, même quand tu es dans la tech, ne te rends pas compte à quel point c'est grand, il y a 19 valeurs. Donc c'est un chiffre qui est énormissime. Alors si on essaie de transposer ça, de traduire ça dans des unités qu'on connaît, typiquement avec autant d'unités, avec autant de capacité de stockage, on peut stocker 1000 milliards de romans lambda. Donc tu prends n'importe quel roman, tu en stockes 1000 milliards, c'est énorme, ou alors 300 000 années de live stream en HD. Donc voilà, on parle de quelque chose qui est déjà très gros, et c'est les stats, franchement, derrière la blockchain, là, il n'y a pas que des promesses en l'air, c'est déjà assez hallucinant, et voilà, la blockchain est déjà très performante, encore une fois, uniquement après 7 ou 8 mois de live. Il y a vraiment des grosses ressources qui sont mises derrière la blockchain, et je viens de vous le prouver. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était live depuis 8 mois, et dans l'idée, pour finir la présentation, Space Mesh n'a pas encore de smart contract, et elle compte, la roadmap, on ira le voir un peu plus en détail plus tard, mais elle compte utiliser cette capacité de stockage et la monétiser. C'est le principe d'une Layer 1, à la fin Space Mesh, ça reste une Layer 1, c'est d'avoir des mineurs qui valident et qui sécurisent ton réseau, idéalement que ce soit décentralisé, donc là c'est notre cas, et ça va être d'utiliser, enfin de construire un écosystème sur cette blockchain-là. Et donc là, l'écosystème qui sera amené à être créé devra être basé autour de la capacité de stockage, c'est un peu la même idée que Filecoin par exemple. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est un peu dans la même idée que Kaspa? Parce que c'est un peu Kaspa, ça est déjà extrêmement pump, alors qu'il n'y a toujours pas de smart contract dessus par exemple. Et on ira voir dans la roadmap quand est-ce que ça devra sortir. Allez, on passe maintenant à la partie tech. Donc ça va être la partie la plus lourde, je sais pas si ça va être la plus longue, mais la plus lourde en tout cas, mais l'idée ça va être d'essayer de comprendre, bon, ok, c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire, les stats que je viens de sortir, en vrai, c'est plutôt impressionnant, en tout cas moi ça m'a impressionné. Maintenant, quelle est la tech derrière tout ça qui permet de faire autant de performance, on va dire, en 7 ou 8 mois? Bon. Lorsque le fondateur en parle, il parle d'un block mesh, mais il ne dit pas le mot bloc DAG, mais en réalité, ça a tout d'un bloc DAG. Donc, dans le jargon commun, on va dire, c'est un bloc DAG. Et l'utilité de bloc DAG, dont je parlais un peu plus tôt, c'est le fait qu'il n'y a pas de latence. En tout cas, il y a beaucoup moins de latence qu'une blockchain. La latence, c'est quoi? Ceux qui ont utilisé Bitcoin, ou même l'univers des cryptos, c'est un mot qu'on utilise assez souvent. La latence, c'est le temps pour qu'un nouveau bloc soit communiqué à la majorité du réseau. Donc en fait, ça va être le temps qui va être nécessaire afin de trouver un consensus et du coup afin de valider et vraiment confirmer une transaction. Et donc le fait d'être un bloc DAG, en fait, ça va
Imaginons la taille d'un... Si je fais la taille, on va dire, à la même échelle, ça c'est la taille d'un bloc sur une blockchain, et dans un bloc DAG, en fait, chaque bloc va être beaucoup plus petit. Du coup, il va être beaucoup plus rapide, il y a moins d'infos à faire transmettre dans la majorité du réseau, et du coup, ça en résulte que la latence est plus faible, donc des finalités de transaction beaucoup plus rapides, et on trouve un consensus beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que je disais la technologie qui est super intéressante quand même. Ensuite, le consensus, quel modèle est utilisé? C'est ce qu'ils appellent le proof of space-time. Donc moi, au début, lorsque j'en ai premièrement entendu parler, je pensais que c'était full marketing, full bidon, et pour moi, c'était entre guillemets un petit red flag. Donc si vous pensez la même chose pour vous, je vais vous démontrer qu'en fait, c'est pas du tout un truc marketing, c'est pas du tout un truc bullshit, et au final, c'est très terre à terre. Bon. Grâce à ça, la ressource utilisée, elle n'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas de la compute power, de la puissance de calcul comme sur le proof of work de Bitcoin par exemple, mais ici la ressource utilisée, ça va être l'espace, la mémoire, on va dire. Ça va être la mémoire et l'espace d'un disque dur au lieu de la compute power. Voilà. Donc très intéressant, et honnêtement, c'est rare qu'il y ait des projets qui fonctionnent comme ça, et moi j'aime bien les projets qui se démarquent un petit peu, et je pense que simplement ça peut attirer beaucoup de demandes, mais on parlera de l'investissement plus tard. Une autre caractéristique qui est intéressante, c'est forcément aller open source, même si entre guillemets ça sert à rien de le préciser, c'est toujours bon signe. Les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles, hein, c'est le principe, mais là par exemple, pour regarder les vidéos, je pense que dans 24 heures, vous allez réussir à miner sur la blockchain. Donc, et gagner de l'argent, tu vois. Donc, ça très bien. Alors, hop. Et mon short en dessous, ça me perturbe. Donc, des faibles barrières à l'entrée sur une blockchain. Alors, typiquement, encore une fois, mais Kaspa ou Bitcoin, je vous encourage à être rentable en minant tout seul et sans passer par une pool. Ensuite, dernière précision technique, mais sur le réseau, donc, on a une époque qui est égale à 2 semaines, on va voir tout ça ce que c'est, et chaque époque, il y a 44 000 layers. On va voir tout ça ce que c'est plus tard, enfin, dès maintenant, pardon. Donc, on va expliquer maintenant le protocole. Le protocole, il est décomposé en deux parties. La première partie, c'est ce qu'ils appellent la tortoise protocol. Donc, en français, ça veut dire tortue, il me semble, si j'ai à peu près bien compris. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Parce que c'est la première partie, elle est lente et elle va être solide. Donc en gros, ça va être la base, le socle qui va être vraiment solide pour trouver le consensus général de tout le réseau. Ça va être la première partie du protocole. Comment est-ce que ça se passe? Voici un peu le graphique. Donc la blockchain, le bloc DAG, mais je vais utiliser blockchain, mais comprenez que c'est bloc DAG, parce que blockchain on a le plus d'habitude quand même. La blockchain va être composée en différentes layers, donc layers c'est des couches en français, qui vont être elles fixées dans le temps. Parce que typiquement sur BTC, hein, mais si on reprend mon dessin du début, bon, je sais pas où il est, je l'ai perdu, mais si on prend sur BTC par exemple, on sait que sur BTC, on a un bloc environ toutes les 10 minutes. Mais pourquoi est-ce que c'est environ? Parce que la difficulté de minage sur le réseau BTC s'ajuste en fonction, en fonction du temps. Donc c'est environ toutes les 10 minutes, mais c'est pas exact. Space Mesh, eux, on sait qu'on a des layers à espace de temps régulier. On sait exactement quand est-ce que lui il va tomber, et ça c'est un point qui est différent, positif ou négatif. Il y a du bon et du mauvais partout, mais en tout cas c'est différent. Donc chaque rond, c'est des blocs. Au début, on va avoir des parties qui vont être sélectionnées, des parties des acteurs, des mineurs. On expliquera plus tard comment est-ce qu'ils sont sélectionnés. Mais ils vont être sélectionnés pour avoir le droit de construire et de valider un bloc sur la blockchain. Il faut savoir que chaque bloc, ça arrive parallèlement, hein, c'est ce que j'ai mis ici, mais c'est ça l'innovation d'un bloc DAG, c'est que tout cela, ils arrivent en même temps et qu'ils sont aussi indépendants. C'est-à-dire que lui ne sait pas quelle transaction lui va valider. Ok? Donc, tout ça très intéressant. Alors aussi, petit détail, mais je vais pas aller dedans parce que sinon ça va être trop technique et je pense que pour un premier jet, il n'y a pas besoin. Mais en gros, dans chaque bloc, on va avoir les transactions, c'est ça qui va nous intéresser, nous. Et on aura aussi ce qu'on appelle un bulletin de vote. Et un bulletin de vote, en gros, ça va servir à la validation et à la sécurité du réseau pour voter qui est les bons acteurs et qui sont les mauvais acteurs. Bon, nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est les transactions. Donc ça, tous les ronds en blanc, c'est les acteurs fair, donc c'est les acteurs justes, on va dire, qui sont des bons acteurs. Et il peut arriver qu'il y ait forcément des blocs qui soient des fraudes, comme dans toute blockchain. L'idée, ça va être de contrer ça. Cette fraude, par exemple, là, elle peut venir à un autre intervalle de temps, par exemple. Vu qu'on sait que chaque layer est à une certaine date dans le temps, si un bloc arrive et cherche le consensus, je sais pas, 2 minutes après tous les blocs qui ont été, après les bons acteurs, pardon, et ben celui-là va être considéré comme une fraude. Et le Tortoise Protocol, le protocole de la tortue, va nous permettre de prendre un peu plus de hauteur et de nous dire, ok, bah lui on a vu que c'était une fraude,
qui a été, putain, j'ai plus le rouge, bon, je vais vous faire en orange, mais qui a été relayé par ce bloc-là, qui lui-même a été relayé par ce bloc-là, donc on est sûr que lui c'est une fraude. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un vote de la majorité. Je vous parlais du bulletin de vote, mais l'idée c'est un peu comme sur la blockchain Bitcoin, en gros, où je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'est l'idée de la longest chain. En gros, ça va être la chaîne la plus longue qui aura raison. Et l'idée derrière ça, c'est de toujours toujours donner raison à la majorité, parce qu'on part du principe que la majorité est bien intentionnée. Voilà. Ok, donc la finalité derrière tout ça, c'est que la blockchain, le réseau devient de plus en plus safe avec le temps. C'est pareil sur Bitcoin et ça va être pareil sur Space Mesh. Et ça, c'est grâce au protocole de la tortue. Ok, l'utilité générale, comme on l'a dit au début, c'est de ce protocole-là, de cette première partie du protocole, ça va être de trouver le consensus général grâce à peu près au même principe que sur la blockchain BTC. Maintenant, la deuxième partie du protocole, parce que c'est bien beau de savoir que lui c'est une fraude, et qu'ensuite, dès qu'on sait que c'est une fraude, eh ben, on le relate, et on peut prouver que c'est une fraude, mais comment est-ce que, dans un même layer, on sait que lui il arrive en retard? Et comment est-ce qu'on sait que lui c'est une fraude? Par exemple. Ça, le protocole de la tortue, c'est bizarre de parler comme ça, mais le protocole de la tortue, ça se trouve, ça va pas du tout dire tortue, mais je pense que oui. Mais c'est drôle. Le protocole de la tortue, il peut pas le savoir. Donc on arrive dans la deuxième partie du protocole qui s'appelle le Hair Protocol. Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est ça le nom. Mais je ne suis pas regardé la traduction. Bon, l'idée de cette deuxième partie-là, ça va être d'être rapide, efficace, mais beaucoup moins solide sur le long terme, parce que l'utilité, elle n'est pas sur le long terme. Là, on est plus pour le court terme, ok? Et il faut savoir que cette partie-là va être utilisée use intra-layer. Ok, donc en gros, le premier protocole, on voyait qu'on avait une image globale de tout le réseau. Le R protocole, ça va être utilisé à chaque fois, à chaque layer. Je rappelle, hein, mais les layers, pardon, si c'était pas clair, les layers, c'est ça. Là, on a premier layer, deuxième layer, troisième layer, où on a 4000 layers par époque, par 2 semaines. Donc en gros, putain, c'est le bordel, mais le R protocole va être utilisé dans cette partie-là. Vous me suivez, ok? Pour désigner quel acteur est une fraude ou pas. Donc le but, c'est comme l'autre, mais à court terme, ça va être de trouver le consensus à chaque layer. Alors, dans l'idée, tout le réseau pourrait fonctionner que grâce à ce protocole-là. Juste avec celui-là, tout le réseau pourrait fonctionner. Sauf que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une majorité qui devient, pas illégale, mais qui devient mal intentionnée durant un certain moment dans le temps, pour vraiment trouver le consensus sur l'ensemble du réseau, en gros, dans les moments de crise, on aura besoin du premier protocole pour savoir qui avait raison ou pas. Voilà. Ce layer-là, si je devais le résumer, le fondateur le résume en étant le One-Shot Byzantine Agreement Protocol. Un peu du chinois, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Byzantine, pourquoi est-ce qu'on parle de Byzantine? Byzantine, dans l'idée, c'est une fault tolerance, c'est comme ça dans l'informatique. En gros, ça reprend l'image des généraux de l'armée byzantine, typiquement. Imaginez que vous êtes à la tête d'une armée et vous voulez envahir une frontière. Et vous avez un général qui n'est pas d'accord et qui pense que c'est une mauvaise idée. Si vous n'avez qu'un général sur 10, par exemple, ça va pas poser de problème, et lui, il va suivre le move. Donc le but de tout ça, en gros, l'idée, c'est d'avoir un système qui fonctionne, même lorsque tu as un acteur qui est une fraude, un acteur malveillant. En revanche, si tu as 6 sur 10 généraux que tu envoies, tu en as 6 qui pensent que c'est une mauvaise idée, et ben là t'es mal, parce que là ça va commencer une guerre civile et ils vont pas y aller à ta bataille, ok? Donc ça vient de là, le mot Byzantine Agreement Protocol. Donc en gros, c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui sert pour faire fonctionner le système, même dans le cas où on a un nœud, on a un bloc qui est une fraude. Bon, là si je mets en français, j'ai toujours pas lu, mais ce que les parties vont utiliser pour trouver le consensus sur le nombre de blocs valides sur un layer. Voilà, en gros c'est ça, mais c'est MUSI. Graphiquement, ça ressemble à quoi? Graphiquement, on a les inputs ici, à gauche, comme d'hab, et on a les outputs ici. Extrêmement résumé, parce que là, il faut être un codeur pour savoir ce qu'il y a dedans, et je n'en suis pas, et je n'ai pas trouvé un mec qui traduit pour l'instant ce qu'il y a dedans. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que nos inputs, ça va être nos blocs au layer auquel on est, et c'est les blocs qu'on pense être valides, et l'output, ça va être les blocs dont on est sûr qu'ils sont valides, ok? Et là, on va voir quel bloc va être une fraude ou pas. Et une fois qu'on sait que lui c'est une fraude, et ben ensuite on passe avec l'autre protocole où tout le monde déclare que lui c'est une fraude. Ok, je pense avoir été assez clair, même si mon dessin c'est un bordel.
Je pense avoir été assez clair. Donc voici les deux parties du protocole de Space Mesh. Voici comment est assurée la sécurité de Space Mesh. Voici comment sont inscrites les transactions sur le réseau. Voici les deux parties les plus importantes qu'il faut savoir en fait. Voilà. Donc maintenant on va passer donc au Proof of Spacetime. Pourquoi est-ce que c'est pas un truc bullshit et d'où ça vient? Le Proof of Spacetime, c'est ce qui est utilisé pour savoir quelles sont les parties choisies. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici, les parties qui sont choisies, les acteurs qui sont choisis pour pouvoir valider un bloc sur le réseau. On va utiliser le Proof of Spacetime. Donc, pour pouvoir être choisi, imaginons que vous voulez miner, vous voulez miner sur le réseau. Pour pouvoir être choisi, il va falloir créer ce qu'ils appellent une ATX. Une ATX, c'est une Activation Transaction durant au moins une époque. Donc une époque, on rappelle, c'était 2 semaines. Ça dépend de chaque réseau. Par exemple, sur Cubic, c'est une semaine. Hop. Une époque, c'est 2 semaines sur Space Mesh. Donc en gros, pendant 2 semaines, il va falloir fournir une preuve que tu as mis à disposition de l'espace de mémoire sur une durée de temps fixe, qui est 2 semaines, on rappelle, 2 weeks. En faisant cette preuve-là, donc cette preuve, ça s'appelle, ça vient de là, ta preuve, ça va être ta preuve égale proof of space-time en anglais. Parce que ça va être la preuve que tu as fourni de l'espace sur une certaine durée de temps. Donc ça vient de là, c'est pas un truc marketing. Donc ça c'est le POST, le Proof of Spacetime, et ça va te donner l'autorisation et surtout l'obligation de valider des blocs durant la prochaine époque. Donc si on se fait une timeline, hop, durée 0, pendant les des semaines, ok, 0 semaine, 1 semaine, 2 semaines, pendant toute cette période-là, tu vas fournir la preuve que tu as le droit et que tu es legit pour valider le réseau, et ensuite, pendant la prochaine époque, ici, tu pourras participer au réseau et gagner des récompenses depuis ta chambre. Okay, alors, c'est un peu compliqué le moyen d'avoir cette preuve of spacetime, parce que c'est bien mignon, mais comment est-ce que tu as cette preuve of spacetime? Ça demande un léger proof of work, ça demande un léger proof of travail. En gros, tu vas avoir une période, mais c'est compliqué, mais tu vas avoir une période d'initialisation où tu vas... en gros, tu vas fournir ton espace de stockage de données. Tu vas le remplir avec de la dust data pour l'instant. Dust data, donc c'est de la poussière, c'est de la data qui ne vaut rien, parce que de la data qualifiée, ça coûte cher à aller chercher, par exemple. Donc ils vont te remplir cet espace de stockage 100 mégas, je sais pas combien, plus, avec la dust data, à la timeline 0, à T0, et 2 semaines plus tard, à T2, ils vont venir, une fonction, une sorte de toute petite preuve de travail, va venir checker que tu n'as pas supprimé et utilisé cet espace de stockage. Et ça, c'est fait en sorte que si tu as supprimé cette dust data et que ensuite tu te l'es remise juste avant, on va dire le snapshot, ça t'aura demandé plus de ressources, ça t'aura coûté plus d'argent que simplement laisser ton espace de stockage libre à la blockchain. Ils vont faire ça, typiquement, mais tu auras ta data ici, hop, ça c'est à T0. Et à T2, ils vont te demander, ok, sur la même feuille, en gros, dis-moi c'était quoi au truc que j'ai encerclé, tu vois. Et dans le cas où entre les deux, tu as triché, ça te coûtera plus d'efforts de revenir à cet état-là, plutôt que simplement d'avoir gardé ton espace de stockage et de ne pas y avoir touché. Voilà. Donc, derrière ça, c'est un mécanisme léger de proof of work, ça sert à rien en vrai. Moi, je trouve que ça sert à rien de trop comprendre autant dans le détail. On sait que ça fonctionne comme ça. Et la vidéo va être trop longue si on passe sur tous les points. Donc voilà pour le Proof of Spacetime. C'est un consensus qui est très innovant, très innovateur. Simplement, c'est les seuls à utiliser ce modèle-là, et je trouve que c'est une bonne chose, ça les distingue, et franchement, c'est archi pas con. Et l'idée derrière tout ça, c'est que ça dépense beaucoup moins d'énergie. Et la main difference, c'est la raison, la principale différence, c'est que la ressource utilisée n'est pas du proof of stake où il n'y a rien, ou du proof of work où c'est la compute power, mais c'est de l'espace de stockage, et c'est très bullish. Typiquement, pourquoi je dis proof of stake, en fait, le principe du proof of stake, c'est de justement, tu n'utilises aucune ressource, tu vois, de la vraie vie pour valider ta blockchain. Pour moi, en gros, c'est plutôt du vent. Je vais montrer pourquoi pas. Passons maintenant à la tokenomics. Qui est, pour moi, il faut le savoir, mais un des aspects primordiaux lorsque j'étudie une crypto-monnaie. En vrai, je pense qu'un bon projet avec des tokenomics vraiment foireuses, pour moi, ça fait office de red flag. Et je suis fan, entre guillemets, des projets qui sont fair launch. Pour moi, c'est vraiment important, et ça rajoute un vrai plus lorsque tu as un projet qui est fair launch. Pour ceux qui ne savent pas, les projets fair launch, typiquement, c'est du Tao, c'est du Bitcoin. C'est tous les jetons ont été soit minés, soit achetés à des gens qui l'avaient miné. Okay, c'est pas simplement une ligne de code où le fondateur il s'est donné 20% de la supply qui compte simplement nous dump dessus. Donc voyons, étudions un peu les tokenomics de Space Mesh. On a une circulating supply de 28 millions de Space Mesh. C'est rien comparé à la total supply. Pour vous donner
on a un maximum de 2,4 milliards, donc pour l'instant c'est vraiment pas grand chose, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça va être l'émission totale, la durée de l'émission totale, elle va être extrêmement lente, beaucoup plus lente que même BTC, et par exemple le pourcentage de la supply après 10 ans après la genèse, ça va être 25%, donc 10 ans, là dans 9 ans et demi, il y aura eu que 25% des Space Mesh qui sont émis. Donc voilà, c'est vraiment sur de très 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 long terme. Il faut savoir aussi que je ne l'ai pas mis, je pense, mais il y a un halving, pardon, hop là. Il y a un halving toutes les 2 semaines. Donc toutes les époques, il y a un halving. Donc il y a beaucoup d'émissions au début, et ensuite, bah, comme Bitcoin, hein, il y a des halvings, ça se calme. Et comme tous les gros projets qui sont à peu près faire launch, typiquement Tao, c'est la même chose. Il y a des fortes émissions au début, et ensuite ça va se calmer. Bon, pourquoi je dis à peu près faire launch? Parce que, comme vous voyez ici, il y a des venture capitalistes. C'est pas vraiment faire launch. Il y a des VC, moi d'habitude je n'aime pas beaucoup, mais à la fin c'est la vie. Et parmi les VC, ils ont levé beaucoup d'argent. En réalité, ils ont une grosse équipe, on y reviendra plus tard, mais ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont une grosse équipe. Parmi les VC, c'est des VC quand même très connus. Il y a Polychain, Coinbase et OKEx. Faut savoir que Polychain, ça a été les VC aussi derrière Kaspa. Derrière Kaspa, donc c'est clairement les projets dans lesquels ils investissent. Enfin, c'est, on va dire, la top tier des VC. C'est le seul point positif qu'on peut trouver dans ce point qui est négatif. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'eux vont être rémunérés? Et comment est-ce que moi je le traite? Alors, ça a été préminé. Il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais je dirais sur 80%, ça a été préminé à la Genesis, à la Genèse. Donc, Genèse, c'est le tout premier bloc du réseau. Ça, c'est un très mauvais point. Voilà, ça a été préminé. Ils ont préminé 150 millions de tokens. C'est beaucoup, parce qu'actuellement, on est actuellement qu'à 28 millions de tokens. Donc ça fait chier. Et il y a une période de vesting qui va être débloquée en juillet 2024. Initialement, les tokenomics, elles étaient vraiment pas top. En réalité, là, on dit que c'est... Ouais, c'est un mauvais point, mais 9 projets sur 10, c'est comme ça. Vraiment. Il y a les seules exceptions que je peux vous dire, c'est, je sais pas, Kaspa, Bitcoin, Tao, tu vois. Il m'en vient pas beaucoup. Cubic, par exemple. Et ça, c'est vraiment des pépites, des pépites. Donc là, parmi les autres projets, Space Mesh est quand même mieux que les autres projets, où typiquement dans les autres projets, hein, d'habitude, c'est 3% qui est réservé à la public sale. Hein. Là, on est quand même pas à ce niveau-là. Mais il y a eu un changement. Ah oui, et d'habitude, on est sur une market cap de 144 millions, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. À la base, voici le graphique qui prévoyait les émissions, où on voit que un an après la Genève, je sais pas comment dire en français, mais la Genève, je pense, un an après, bah, on allait avoir vraiment un gros dump parce qu'on allait avoir une libération de tokens qui allait être one shot. Donc ça aurait fait très mal parce qu'on voit que c'est énorme. Okay, donc depuis, il y a eu un changement et on va dire que l'émission au bout de un an, elle va être beaucoup plus smooth. Ça va être beaucoup moins violent pour le prix, je pense, et soit ils l'ont bien calculé ou soit on a de la chance, mais ça arrive en plein période de bull run. Donc je pense que la demande sur le projet, avec toute la narrative qu'il y a derrière, toutes les capacités qu'il y a derrière, je pense que ça va largement absorber cette émission de token qui va être petit à petit, hein, qui va être linéaire, et c'est pour ça que moi je suis investi assez fortement sur le projet, parce que rien que sur les projets qui ont vraiment des tokenomics archi foireuses, la demande extrême durant un bull run absorbe largement cette nouvelle émission de token. Et je pense que ce sera largement le cas sur Space Mesh. Là, vous pouvez faire pause si vous voulez, c'est tous les groupes, tous les VC avec tous les montants. Et au final, ce qui est important de regarder, c'est qu'ils ont levé pour 33 millions de dollars. C'est franchement, c'est pas dégueu, c'est beaucoup. Ça fait chier, mais c'est beaucoup. Bon, voici pour la tokenomics, et au final, petit bilan pour moi, c'est pas des tokenomics parfaites. Je pense que s'ils avaient des tokenomics parfaites, en fait, je sais pas pourquoi ils avaient besoin d'autant d'argent, honnêtement, pour lancer un projet, parce qu'il y a plein d'autres projets qui ont été lancés sur fonds propres. Voilà, il faut de l'argent, mais 33 millions, ça me semble vraiment beaucoup. S'ils avaient eu des tokenomics parfaites, ça aurait vraiment été pour moi une vraie pépite. Typiquement, dans le top de mes classements. Moi, mon classement, c'est au début, il y a Tao, Cubic, Kaspa, et ensuite il y a Space Mesh, juste derrière, tu vois. Et s'ils avaient eu des tokenomics parfaites, ça aurait été dans la même catégorie que les cryptos que je viens de vous citer. Bon. Est-ce que, malgré tout, ça va m'empêcher d'investir sur le projet? Clairement pas. Parce que je pense qu'il y a un très joli multiple à aller chercher, de par la narrative, de par la tech qui est très innovante. Et on va aller voir mes prédictions un petit peu plus tard. Voici la roadmap. Pareil, si vous voulez faire pause, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on en est? Là, on est ici. Et nous, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, on attend en gros le Q3, Q4 2024. Donc dans l'idée, ça va être en plein bull run, donc ça va être super bien. L'idée, c'est qu'ils vont sortir leur virtual machine. La machine, ça va permettre l'adoption, la création de tout l'écosystème sur le réseau, et ça va permettre les DApps, et ensuite, comme toutes les blockchains d'infrastructure qu'on connaît, quoi. Donc ça va arriver en fin d'année. J'espère qu'ils vont pas être en retard, parce que, moi je dis ça, mais d'un point de vue d'un investissement, c'est top. C'est des vraies grosses nouvelles.
Et c'est mieux que ça arrive en plein bull run plutôt qu'au début du prochain bear market. Ok. Et ensuite, il prévoit de faire un DAG, mais là, limite, c'est trop long terme. Pour nous, c'est 2025, fin 2025 ou 2026. Honnêtement, moi, je serais déjà sorti du projet. Je serais sorti fin d'année ou début 2025. Bon. Voici pour finir les autres infos plus la prédiction par rapport à la market cap. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une team de 27 personnes. Franchement, c'est beaucoup pour un projet tout nouveau, parce que là, ils viennent faire x4, x5 durant le mois. Avant, c'était une toute petite market cap. Et le CTO du projet, c'est un un core développeur de ETH. Donc, en vrai, à la tête, c'est pas des mecs qui sont trop cons, et c'est des mecs plutôt intelligents. Dans tous les cas, c'est bon signe. Ensuite, niveau exchange, pareil, c'est intéressant. Là, si, encore une fois, cette vidéo n'est pas que c'est un investissement, mais si ça vous intéresse, je pense que ça doit intéresser. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéressait niveau investissement. Mais si ça m'intéresse, diguez un peu, peut-être 24-48 heures. Et ensuite, si vous voulez l'acheter, c'est sur XT ou sur SafeTrade. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vraiment des exchanges qui sont archi shady. Faites attention quand vous allez envoyer vos bacs dessus. Faites, si vous voulez les mettre, disons, 1000 euros, mettez en fait 4 fois 250 par exemple. Parce qu'on n'est jamais trop sûr. Okay, et pour moi, c'est un bon signe. Ça. C'est un peu comme Cubic. En fait, ça prouve qu'on est en avance. Et parce que si on l'avait eu sur Binance, Mexer, Bybit, etc., ben on l'aurait eu comme la masse, et au final, on n'aurait pas été en avance, on aurait été en retard. Et moi, je compte vendre sur ceux qui vont se ruer dessus lorsque ça sera sur Binance, etc. Donc pour moi, que ce soit listé sur des exchanges archi shady comme ça, pour moi, c'est encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Et aussi le fait qu'on ait 150 millions de market cap, c'est beaucoup. En Cubic, pour vous donner un ordre d'idée, on a 1 milliard de market cap juste sur TradeDoc et sur SafeTrade. Donc ça, c'est vraiment, je passe des mots, exceptionnel. Pour ce projet-là, pour l'instant, on n'est qu'à 150 millions de market cap, mais c'est déjà beaucoup sur des exchanges qui sont aussi nuls que ça. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens comme moi qui sont allés accumuler, qui se sont forcés à aller sur des exchanges dégueulasses pour acheter la crypto tellement la crypto est bien. Et donc je pense que dès le moment où ça va être listé sur du Mexer et en fait, ce qu'on appelle des tiers 2, des exchanges tiers 2 et en finale pendant le bull run, je pense que ça sera listé sur des tier 1, des Bybit, des Kraken, etc. Et bah clairement, ça va ouvrir les portes à une plus grosse demande. Et vous savez, mais si demande augmente, hop, prix augmente. Si l'offre stagne. Ok. Voilà. Donc ma prédiction, j'ai pas envie de donner une prédiction trop précise parce qu'en fait on est tellement loin et je peux tellement pas savoir. Mais honnêtement, je dirais avec pas mal de confiance, au moins au-dessus de 3 milliards de market cap. En fait, essayez de vous remémorer ce que vous avez appris pendant cette vidéo. C'est la blockchain la plus décentralisée au monde. Rien que pour l'instant, on a un espace de stockage énormissime disponible sur la blockchain. Le jour où on aura des smart contracts dessus, il y a beaucoup d'applications qui peuvent vraiment bénéficier de tout cet espace de stockage-là qui ne fait que croître. Est-ce que ce service-là, parce que c'est un service, la sécurité qu'il apporte aussi, mais est-ce que ce service-là vaut plus que 3 milliards de dollars de market cap lorsqu'on a des projets absolument aujourd'hui qui ont cette market cap-là aujourd'hui qui ne servent absolument à rien? Moi, je dirais largement oui, hein. Franchement, largement oui. Et 3 milliards de market cap, ce serait aux alentours d'un x20 par rapport au prix actuel. Donc, dans le cas où ils sortent leur virtual machine et il y a un écosystème qui se développe rapidement, donc je pense que ça va pas se faire rapidement, mais dans le cas où on a des bonnes nouvelles, il y a une hype qui prend, on revient aux sources de la blockchain, de la crypto-monnaie, avec comme principal focus la décentralisation. Parce que c'est un pilier, hein, mais à la fin, c'est extrêmement important. Mais si on revient autour du pilier qu'est la décentralisation, je pense qu'on peut limite aller encore plus péter cette target-là. Bon, encore une fois, prédiction c'est dur à faire, ça se trouve demain la blockchain ne marche plus, je ne pense pas. Mais voilà, je me protège et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réservera. Du coup, écoutez, voilà pour la partie théorique. Je pensais ne pas être allé tant que ça dans les détails, mais ça fait quand même une demi-heure. Mais je pense que ça valait clairement le coup. Niveau lien intéressant, je pense que je vais tous vous les mettre dans la description. Voici. Est-ce que lorsqu'on regarde sur LiveCoinWatch, c'est pas exactement la bonne market cap? La bonne market cap, elle affiche ici, on est autour des 140 millions de dollars. Alors oui, si on va regarder sur le graphique, où est-ce qu'il en est alors? Comme ça, vous le savez, mais moi je suis rentré ici. Je suis rentré au niveau des 1,4. C'est chiant, j'aurais bien voulu faire la vidéo avant et je voulais la faire, mais vraiment, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai juste dit durant mes quotidiennes. Allez, dis que le projet, c'est pas mal, donc depuis, moi je suis en x4. Et j'avais pas mal chargé, j'avais mis des bons milliers d'euros, donc j'avais pas mal chargé. Est-ce que malgré tout, ça vient de faire x5, x4 en un mois? Est-ce que c'est un mauvais point d'entrée? Moi, je ne pense quand même pas. Si j'avais pas de ligne, j'étudierais le projet, et si il correspond à mon profil d'investisseur, je me mets dans votre place là, au final, qu'il vienne faire x4, moi, ça m'importe peu, parce que moi, ce qui m'importe, c'est la market cap. Donc ça se trouve, il va faire moins 50% dans 2 semaines,
Mais au final, par rapport à ton point d'entrée et ton point de sortie, si on a à peu près les mêmes prédictions aux alentours des 3, 4, 5, 6 milliards de dollars de market cap, bah, ça reste un retour sur investissement qui est dingue. Le meilleur moment pour être rentré, c'était il y a un mois, mais le deuxième meilleur moment pour moi, c'est de commencer à initier sa ligne maintenant, dans le cas où le projet te plaît. Donc dans l'idée, si tu veux, mais je sais pas, disons que tu veux mettre 1000 dollars sur le projet, comment est-ce que moi j'ai pour habitude d'opérer? C'est que je mettrai, je pense, au moins 50, 55, voire 60% maintenant. C'est comme ça que je fais d'habitude. Et dans le cas où ça prend moins 50%, et ben il te reste 40% à mettre dessus. Mais après, moi je fais ça parce que moi je sais que je suis tolérant à être en moins-value latente. Ça me dérange pas. C'est pour ça que moi, quand je fais des entrées, limite, je suis encore plus agressif que ce que je viens de vous décrire parce que ça me dérange pas d'être en moins-value pendant 2-3 mois parce que lorsque je rentre agressivement, c'est que j'ai bien étudié le projet et que j'ai une forte conviction. Et j'en parle souvent, mais c'est important d'avoir des fortes convictions. Et cette conviction-là qui va te permettre de hold un projet en moins 40% pendant 2 mois, quoi. Et là, heureusement que je l'ai fait, typiquement, euh, toutes mes grosses entrées, j'ai à chaque fois été en moins-value pendant quelques temps avant d'être en forte plus-value. Donc ça, c'est le Twitter de Polychain, en vrai, on s'en fout un peu. Là, c'est le site, je vais vous le mettre en description, vous avez tout. C'est vraiment un site qui est assez explicatif. Ça, c'est une vidéo très intéressante, donc j'ai regardé les vidéos pour préparer cette vidéo-là. Si vous comptez faire un peu plus dur le projet, je vous encourage à passer par le site. Les vidéos, les documents, etc. sont tous extrêmement utiles. Et là, on a l'Explorer, le dashboard. On voit que ça fait 7-8 mois. On a les layers, les époques. Donc ça, je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire depuis la partie théorique. Hein. Époque, les 2 semaines, layer, 4000 layers par époque. Les transactions, on a la circulating supply, on a l'espace de stockage, la sécurité qui est sur le réseau et le nombre d'accounts, etc. Et si vous faites une ligne, je vous encourage à venir sur cet explorateur toutes les 2-3 semaines et vous allez voir à quel point c'est croissant. Parce que c'est important de voir qu'une crypto est croissante et qu'on est sur une tendance haussière dans les stats. C'est un peu lorsqu'on étudie une crypto qui a un profil fort qu'on va regarder un peu la difficulté de hashing. J'ai oublié le mot. Bon, la difficulté de minage sur le réseau. Et dans le cas où elle est croissante, bah, c'est un bon signe et c'est un signal vert en termes d'investissement. Donc ça remplace un petit peu vu que c'est pas la même ressource utilisée. Bon écoutez, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, vous êtes des vaillants. Vraiment parce que 36 minutes d'une vidéo dossier un peu lourde, ça doit pas être facile. Donc, franchement, vous méritez le meilleur si vous êtes encore là. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce prochain cycle. Bravo à vous. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me faire des retours. Je me protège un peu, mais j'ai conscience que j'ai pu dire des choses, j'ai pu mal recevoir des informations. Si c'est le cas, merci de rester bienveillant et simplement de me corriger dans les commentaires. J'en sais plus que la majorité des gens, je pense, mais il y a forcément des gens qui en savent plus que moi, comme dans tout dans la vie. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour que vous ayez pu comprendre ce projet à peu près en moins d'une heure. Je pense que c'est quand même pas mal. Et écoutez, donnez-moi votre feedback dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.